De retour dans ce journal, passons à l'actualité internationale. Une nouvelle tragédie secoue l'Afrique australe. Au moins 5 ressortissants mozambicains ont été tués ce mardi dans de violences xénophobes en Afrique du Sud, ravivant les tensions dans une région marquée par une crise migratoire économique et persistante. Reportage de Lionel Bougou. Alors que 800 Mozambicains ont été pris dans les violences qui ont éclaté dans la ville côtière sud-africaine de Mossel Bay, poussant 300 d'entre eux à entrer au bercail samedi, selon les autorités locales, au moins 5 ressortissants mozambicains ont perdu la vie dans une série d'attaques ciblées. Face à la recrudescence des violences, la police sud-africaine a déployé des unités spéciales, 12 suspects ont été interpellés, mais la communauté mozambicaine reste sous le choc. Le consulat du Mozambique à Johannesburg a activé une cellule de crise. Nous exhortons nos compatriotes à rester chez eux et à éviter tout déplacement inutile. Le gouvernement mozambicain exige une enquête rapide et la protection de nos citoyens. Un programme de rapatriement serait en cours pour les 500 autres, affirment les autorités mozambicaines. Congolais, Zimbabwéens, Nigériens, Ghanéens et autres, les migrants africains sont confrontés à une vague de violences xénophobes depuis des semaines en Afrique du Sud. Ils sont accusés de voler les emplois des Sud-Africains et d'être derrière la criminalité quasi endémique dans le pays. En Afrique du Sud, le chômage touche plus d'un tiers des habitants. Pourtant, les étrangers ne représentent à peine que 4% de la population active en Afrique du Sud, selon une étude publiée l'année dernière par le Migrating Forward Research Consortium. En 2008, les violences contre les étrangers avaient fait 60 morts. Dans un tournant diplomatique inattendu, Donald Trump a personnellement investi le dossier libanais ce lundi soir. Par une série d'appels directs au Premier ministre israélien et via les canaux intermédiaires à la direction du Hezbollah, le président des États-Unis a exigé un arrêt immédiat des hostilités. Cette offensive téléphonique ne révèle pas seulement de l'urgence humanitaire. Elle est la pierre angulaire d'une stratégie plus vaste visant à ramener Téhéran à la table de négociation, le régime iranien ayant fait de la fin des combats au Liban la condition préalable de tout nouvel accord sur le nucléaire ou la sécurité régionale. Reportage de Lionel Bougou. L'atmosphère était électrique hier soir dans l'aile ouest de la Maison-Blanche. Selon des sources proches de l'administration, Donald Trump a troqué la diplomatie feutrée pour sa méthode favorite, la pression directe et frontale. L'objectif est limpide, nettoyer le terrain avant d'entamer son grand projet de réalignement avec l'Iran. Pour le président américain, Téhéran a envoyé des signaux clairs. Aucun dialogue sur les sanctions ou le programme balistique ne sera possible tant que Beyrouth et le sud-Liban seront sous les bombes. En exigeant un cessez-le-feu, Trump tente de sauver la possibilité d'un grand deal avec les Mollahs, un succès diplomatique qui validerait sa doctrine de l'accord à tout prix. Côté libanais, le message a été transmis par des émissaires. Le Hezbollah est sommé de cesser ses tirs de roquettes en échange de garanties sur la souveraineté libanaise. La milice pro-iranienne, affaiblie par des semaines d'incursions au sol, se retrouve face à un dilemme. Accepter la main tendue de Washington sous l'impulsion de son parrain iranien ou risquer une escalade que Trump n'hésitera pas à réprimer s'ils se sont défiés. À Beyrouth, l'annonce de cette intervention présidentielle a suscité un mélange d'incrédulité et d'espoir. Après des mois de médiation infructueuse menée par des diplomates de carrière, l'éruption brutale de la méthode Trump pourrait bien être l'électrochoc nécessaire pour faire taire les armes. Mais la question demeure. Cet équilibre précaire entre les exigences d'Israël et les conditions de l'Iran peut-il tenir plus de quelques jours? Le diocèse de Charlotte en Caroline du Nord a célébré la plus grande ordination sacerdotale de ses 54 ans d'histoire avec 10 nouveaux prêtres. Le fait qui a retenu l'attention, 8 d'entre eux proviennent des paroisses où l'on célébrait la messe en latin ou qui maintenaient des pratiques liturgiques traditionnelles, précisant celles les plus touchées dans les restrictions imposées par l'évêque Jean Juris et plus récemment par son successeur Michael Martin. Reportage de Lionel Bougou. Monseigneur Michael Martin, évêque du diocèse de Charlotte, en Caroline du Nord, a ordonné 10 hommes à la prêtrise le 30 mai, le plus grand nombre de prêtres ordonnés en un an dans l'histoire du diocèse. Le nombre dépasse le précédent record de 7 ordinations établi en 2000 et 2024 et fait suite à 6 ordinations
en 2025. Nous sommes impressionnés par l'œuvre de Dieu parmi nous, a déclaré Monseigneur Martin. Nous rendons grâce pour le oui de ces hommes qui est librement offert par eux à l'invitation libre de Dieu. Les ordinants renforceront les 147 prêtres actifs du diocèse qui servent plus de 575 000 catholiques. Le diocèse de Charlotte, couvrant l'ouest de la Caroline du Nord, a connu une croissance constante des vacations au milieu d'une population catholique en plein essor. L'ordination du samedi a attiré une foule débordante de plus de 1640 participants, dont beaucoup sont arrivés quelques heures plus tôt. Dans son homélie, Monseigneur Martin a décrit l'occasion comme un jour de grande joie pour l'Église et pour ces 10 hommes. L'évêque a exhorté les nouveaux prêtres à aimer afin que les gens suivent non seulement ce que vous dites, mais suivent ce que vous êtes et les encourage à aimer le peuple de Dieu que vous êtes envoyés pour servir. Avant de refermer cette édition